Soyez donc les bienvenus, chers amis. Nous sommes bien dans l'émission Libre Antenne. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui passionne, qui intéresse et qui interroge, qui intéresse tout le monde, particulièrement nos amis qui sont soit du côté de la Guyane, soit du côté de la Martinique, et bien sûr, soit du côté de la Guadeloupe. Alors, ce soir, pour parler de ce sujet, je vais laisser donc le soin aux responsables, enfin aux personnes sur le plateau, présenter cette émission, présenter au moins ce sujet. La bienséance voudrait que je commence par les dames, mais il y a une dame sur le plateau. Donc on va commencer par Madame Delaunay-Belleville. Suzanne, soyez la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Et puis, en fait, nous sommes là ce soir pour parler de toutes les formes d'autosuffisance, qu'elles soient alimentaires, que ce soit sur l'habitat, sur les matériaux, en sachant que, autour de la table, nous n'avons pas les techniciens, mais on va en parler en généralité. Et puis, M. Carême, qui est à côté, va nous parler de toute cette partie autosuffisance, sur la partie alimentation, sur les conseils en agriculture, sur les techniques naturelles que nous avons de protéger nos récoltes, ou encore sur les possibilités que nous avons sur des petites surfaces de pouvoir planter. Donc, il est le spécialiste en permaculture, entre autres. Bien, j'ai fait un parallèle, Olivier. Le parallèle est bien et vite fait. Alors, bien, Monsieur Olivier Carrel, bienvenue, bonsoir. Merci de m'accueillir et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui sont en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe ou ailleurs dans le monde. Alors effectivement, moi j'interviens plus particulièrement sur tout ce qui est agroécologie et permaculture. En gros, des domaines où on va faire du jardinage, on va produire des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes médicinales. Et mon intervention le samedi lors de la manifestation va tourner notamment autour des techniques de protection naturelle. Bien. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste saluer nos techniciens qui sont là ce soir. Et heureusement, parce que grâce à eux, vous pouvez nous recevoir chez vous, amis téléspectateurs. Je voudrais saluer Grégory et Gabriel. Et bien sûr, avec un spécialiste en herbe, Alan Procolam, que je salue et qui fait ce soir ses premiers pas du côté de la technique télévisuelle. Alan, j'espère que tu vas faire honneur à ta réputation de gagneur et puis aussi saluer toutes ces personnes, encore une fois, qui nous regardent, puisque cette émission, je crois, est très intéressante, puisqu'il y a des choses à dire. Il s'agit, alors je vais le dire, pour résumer en gros, pour notre survie, je vais dire ça comme ça, pour qu'on soit à l'aise en Martinique pour pouvoir consommer sans attendre en cas de coup dur que l'extérieur vienne à notre secours et tout ça. En tout cas, je crois avoir résumé à ma façon de ce qu'on va parler ce soir. Alors, est-ce que, Madame Delaunay-Belleville, vous êtes dans une association et comment c'est arrivé ça? Comment en est-on arrivé à parler aujourd'hui en Martinique d'autosuffisance alimentaire? Ça fait des années. Et c'est quoi autosuffisance alimentaire? Ça fait des années qu'on parle de l'autosuffisance, de la capacité que nous avons à produire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est une thématique dont on parle depuis très, 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 très longtemps. Je ne suis pas la première à en parler. Et coup de chapeau au Rasta. Parce que le mouvement Rastafari, quoi qu'on dise, ils ont été les premiers c'est eux qui mettent la règle de l'autosuffisance alimentaire, et pas seulement alimentaire, mais aussi énergétique. Ils sont dans la transformation, par exemple, de nos fruits et légumes en farine. Donc, ce n'est pas un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui est à remettre sur la table et pour pouvoir parvenir à structurer quelque chose. Parce qu'il ne s'agit pas d'en parler sans pouvoir le faire. Donc l'objectif de journées comme les journées de l'autosuffisance qui auront lieu les 8 et 9 octobre à Tivoli, sont là pour pouvoir montrer les initiatives, montrer tout ce qui se fait en Martinique, et de montrer aux personnes que parler d'autosuffisance alimentaire ou autre type d'autosuffisance, donc pour manifester sa souveraineté,
Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un vœu pieux, parce qu'il y a des personnes en capacité de faire différentes choses. L'invité qui devrait être là aujourd'hui, qui ne va pas tarder à arriver, lui, il est dans un autre... Il est à la fois à cheval sur la partie alimentaire, mais aussi, surtout, sur la partie énergétique, où il va nous parler de faire l'effort solaire. C'est une autre manière pour nous d'utiliser cette énergie. Et il y en a d'autres qui l'utilisent, par exemple, pour faire des batteries et pour autre chose. Nous avons des personnes comme Olivier Carême qui vont nous parler de cette technique, des différentes techniques que nous avons, donc qui sont tirées de notre ancestralité. C'est pas par magie, ça peut arriver là comme ça. Il s'agit de choses qui existaient depuis la nuit des temps, qui étaient faites par nos grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, qui ont été améliorées. Mais nous n'avons rien inventé. Tout cela existait déjà et nous le faisions déjà. Mais nous sommes tellement détournés de qui nous sommes, nous avons tellement voulu ressembler aux autres, nous avons tellement voulu nous moderniser que finalement, nous préférons aller à 80% dans les supermarchés plutôt que de planter par nous-mêmes. Et à partir du jour où nous avons oublié notre petit jardin bocaille, on a déposé notre souveraineté. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas qu'à gouverner boudon, ou pas qu'à gouverner rien encore. À partir du moment où tu n'es pas maître de ce que tu manges, tu n'es maître de rien du tout. Donc l'objectif, c'est de ramener les personnes, parce qu'on parle des bateaux, mais il n'y a pas que les bateaux qui n'arriveront pas. Les 2 années de Covid qui a lieu, c'était pour moi une mise en jambe de ce qui va s'en suivre. Il ne faut pas oublier que la Martinique, il y a beaucoup d'aléas naturels, sismiques, cyclones, montée des eaux, éboulements, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, mais nous savons quelle est la situation de la Martinique et nous savons qu'il y a des zones plus fragiles que d'autres. Donc, Olivier Carême et moi travaillons depuis un moment, et notamment lui, c'est plutôt lui, qui travaille sur ce qu'on appelle les jardins de prévoyance. On a des personnes comme monsieur Nossin qui parlait de plantothèque d'urgence. Nous avons des personnes en Martinique qui, depuis des années, réfléchissent et mettent à la disposition de la population martiniquaise, mais beaucoup de personnes ne sont pas au courant, de techniques que nous avons pour pouvoir nous nourrir, nous protéger, nous soigner sans en avoir, et on voit tout le débat qu'il y a autour de la Tumo, sans en avoir à devoir aller que dans des pharmacies. Et puis si, comme je dis, en cas de risque naturel, qui pharmacie ou qui est trouvée à part qui Bokayua, la plante qui pousse devant chez toi, elle pousse parce qu'elle sait que tu auras besoin d'elle. Ok ? Donc, comment montrer aux personnes à repérer dans tout ce lot de plantes médicinales et nourricières celles qui nous sont efficaces tout de suite. Il s'agit de permettre aux gens de se réapproprier qui ils sont et se réapproprier leurs techniques ancestrales. C'est de ça dont il s'agit. Puis en revenir à l'entraide et au partage. Absolument. Il y a beaucoup de choses là-dedans, on va en parler. Oui, on va en parler. il y a beaucoup de choses. Alors, Olivier, je m'appelle Olivier, moi c'est Jean-Jacques. Pas de problème. Enchanté. Alors, Olivier, il y a... Alors, j'ai bien compris tout ce qu'a dit. J'aime bien le nom, Madame Delaunay Belleville. J'ai bien compris tout ce qu'elle a dit. Mais elle dit aussi qu'il y a une technique qui se développe et tu serais justement, pas le créateur, mais celui qui améliore la technique qui existait avant. Ce sont des choses qui existaient avant. Franchement, c'est pas pour dénigrer, hein, mais franchement, est-ce que vous pensez que tout cela a une utilité aujourd'hui? Alors, très bonne question. Parce qu'il y a une technique qui se développe pour faire en sorte que l'autosuffisance ici en Martinique puisse un jour peut-être éclater parce qu'on aura des difficultés. Mais est-ce que ça a vraiment une utilité là? Alors, on a, et Suzanne l'a mentionné dans son intervention précédente, on a eu 2 années de Covid, le Covid n'étant pas encore tout à fait terminé, et on a eu guerre en Ukraine et on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver demain. En fait, c'est des événements qui doivent nous pousser à réfléchir, en fait, sur la manière dont on imagine notre quotidien et la manière dont on va penser notre vie en Martinique. Alors, je parle de vie en Martinique parce qu'on est en Martinique. On a, en fait, 2 manières de voir les choses. Soit on se dit qu'on appartient à un grand ensemble et qu'on va juste se baser sur le grand ensemble mondial français déjà. D'accord. Déjà, parce qu'on est français.
Et puis on se repose juste là-dessus et puis on se croise les bras et puis on attend. On a vu ce que ça a donné, notamment à Saint-Martin, partie française, lorsqu'il y a eu, en l'espace, je pense, de 15 jours, 2 ouragans majeurs qui sont passés, avec non seulement des dégâts, mais ça c'est du naturel, mais surtout une désorganisation des services de l'État, etc. etc. Ou alors, on a une attitude beaucoup plus mature et constructive, et là on va se dire quels sont les moyens dont on dispose, quelles sont les compétences dont on dispose en local, de manière à se préparer. On ne va pas pouvoir empêcher que les cyclones, que les tremblements de terre surviennent à un moment. Ça, on ne sait pas faire. Maintenant, on a des compétences qui nous permettent de nous organiser. Et pour revenir à ma partie, la partie jardin, pour faire simple. Jardin de prévoyance. De prévoyance. On a des ancêtres qui avaient un jardin bocaille et qui étaient déjà un jardin de prévoyance qui s'ignore, comme on dit en français. C'est-à-dire que dans votre jardin bocaille, vous aviez de quoi manger, d'achille, niam, patates douces, bananes jaunes, etc. Tomates, laitue, concombre. Vous avez des plantes médicinales pour vous soigner. Vous aviez des plantes pour tout ce qui est cosmétique, donc de l'hibiscus pour vous laver les cheveux et autres. Vous aviez de quoi faire des objets, donc des cuirs, des chapeaux, des vêtements avec le coton, etc. etc. L'idée, c'est quoi? L'idée que j'ai eue à l'époque, c'était de me dire, mais Emmanuel Nossin, que je salue au passage, parce qu'on a l'occasion de travailler ensemble, et j'ai envie de dire, c'est une déformation professionnelle, les pharmaciens, donc il a pensé, et évidemment, à la partie, il faut qu'on ait des plantes médicinales qui soient répertoriées dans un lieu avec un étiquetage très précis qui permette à quelqu'un de dire, j'ai une entorse au pied parce que, bon, en enlevant les tôles devant chez moi, je me suis foulé la cheville, eh bien, je sais que je prends des oreilles mouton, je mélange avec une matière grasse et je vais faire une pommade que je vais pouvoir utiliser comme anti-inflammatoire. Ce que je dis là, c'est prouvé scientifiquement, hein, je n'invente rien, c'est des choses qui sont connues, écrites, etc. Mais ma réflexion était la suivante, c'était de me dire, mais oui, mais en attendant que les secours arrivent, que les choses soient réorganisées, qu'est-ce qu'on fait en termes d'alimentation? Bon. Les stocks de nourriture ne sont pas inépuisables et très rapidement on arrive à une situation où malheureusement on risque d'avoir du désordre parce que les gens n'ont pas accès à toute la nourriture. Alors pour ceux qui ont encore un doute, hein, moi je les invite, pour ceux qui étaient déjà adultes en 2009, à se rappeler les queues dans les stations-service avec des bacs remplis aux 3/4. 2009. Si c'est toujours pas clair, bon, je ne peux rien faire pour eux, c'est qu'ils n'ont pas envie de comprendre. Donc, dans ma partie, donc, j'ai conceptualisé ce qu'on appelle le jardin de prévoyance. Alors, derrière, il y a toute une formation avec des intervenants, des professionnels martiniquais. Donc, moi, pour la partie jardin, donc apprendre à faire son jardin. Un médecin qui intervient pour l'utilisation et la valorisation des plantes médicinales. Donc, comment, pour reprendre l'exemple du oreilles mouton, on va préparer cette fameuse pommade. Et puis, une entreprise spécialiste du risque, la société Risque d'ailleurs, qui va intervenir sur les aspects qu'est-ce qu'un tremblement de terre, qu'est-ce qu'un cyclone et comment on se prépare. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'une vision globale, en fait. Et on est, comme disait Suzanne à l'instant, on est dans le faire. On a une difficulté, on l'a bien identifiée, on la connaît, on travaille dessus. Qu'est-ce qu'on met en place face à ça? Donc on utilise les compétences. Est-ce que chacun travaille de son côté, dans son petit coin? Alors pas du tout. Alors on travaille tellement pas de notre côté que les contacts ont été passés avec la Guadeloupe et on commence à travailler avec la Guadeloupe sur ces questions-là parce que force est de reconnaître que l'accueil est peut-être plus favorable en Guadeloupe, on va dire ça comme ça. Mais entre professionnels, on est en train d'ouvrir cette formation-là avec d'autres intervenants, toujours martiniquais, mais sur d'autres problématiques, notamment sur la question de la construction des abris, notamment sur la question de la reconnaissance des plantes dites sauvages, mais qui sont alimentaires et qui peuvent permettre, même lorsqu'on n'a pas de jardin, de se nourrir.
Donc on a vraiment des choses encore à creuser sur ces domaines-là. Et c'est vrai que l'accueil, on va dire, de la population, il est beaucoup plus favorable aujourd'hui. Quand la population est au courant. Quand la population est au courant. Mais là, alors, c'est toujours la même chose. J'avais un atelier avec une association qui s'appelle Retour à l'essentiel, pas ce dimanche-là, le dimanche d'avant. C'était un atelier sur notamment la banane, l'igname et la dachine. Donc l'atelier a une thématique bien particulière, sauf que j'ai des dames qui sont arrivées en discutant et qui me disent tout de suite, moi je viens parce que je veux effectivement apprendre à jardiner, mais que je suis dans une logique où je m'attends à ce qu'il y ait un moment ou une difficulté majeure, et je veux avoir, ne serait-ce que sous mon balcon, mes épices, mon oignon payé. C'est possible, ça. Bien sûr que c'est possible. C'est possible. Mais pourquoi ça sera possible, j'ai envie de dire, il faut sortir d'une logique qui est d'aller pousser un caddie et d'avoir le mal caddie, comme dirait l'autre, et puis passer d'une logique à comment je vais apprendre à jardiner, comment je me rapproche de mon agriculteur qui est juste à côté pour avoir un circuit court. En fait, il y a comment je vais dire ça? Un réseautage à faire, il y a un changement de mentalité à faire, surtout à opérer, c'est peut-être le plus compliqué pour certains, de se rendre compte que les choses sont possibles, que lorsqu'il y a des manifestations comme celle qui nous intéresse le 8 et le 9, où on va parler d'autonomie alimentaire, d'autosuffisance alimentaire, mais il faut se déplacer non seulement pour rencontrer les professionnels martiniquais qui font un travail extraordinaire, mais en plus profiter à la fois des conférences et débats qui vont être là, parce qu'on a voulu que ce soit un événement qui soit à la fois intéressant pour les professionnels, pour qu'effectivement ils se fassent connaître, puis réaliser un petit chiffre d'affaires, mais on a voulu aussi qu'il y ait une phase, on va dire, pédagogique, de manière à ce que les gens puissent apprendre les choses. D'ailleurs, chaque conférence débat est suivie d'un atelier, de manière à ce que ceux qui veulent voir de manière encore plus concrète ce qui va être dit, puissent découvrir, par exemple, on va travailler sur des techniques de protection, donc je vais montrer de manière très concrète quelques techniques de protection et montrer aux gens comment, avec ce qu'ils ont autour d'eux, ils peuvent apprendre à protéger leur jardin. Alors, merci. Madame Delaunay Belleville, Suzanne. Alors, c'est une question peut-être qui n'a peut-être rien à voir avec le projet que vous êtes en train de développer. Mais on dit en Martinique, on sentit de façon générale, mais plus en Martinique, que les terres sont empoisonnées. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Oui, bien sûr, mais il y a des techniques de dépollution. Il y a des techniques naturelles de dépollution. Ils disent que c'est empoisonné pour des siècles. Il y a des techniques. Il y a des techniques et moi je me dis... Est-ce que c'est gênant justement je dirais pour toujours développer... l'inverse de ce que disent les autres. Moi je me dis que tout ce qui arrive est une bonne chose. Dans la mesure où toutes ces merdes qu'on nous a mis dans la terre nous permettent justement de développer autre chose. Il n'est plus le temps de pleurer, il n'est plus le temps de se plaindre, il est le temps d'agir. Compte tenu de ce qui se passe, comment faire pour justement faire que nos terres ne le soient plus? Tu es d'accord avec moi, Olivier, qu'il y a des techniques de dépollution des terres ou autre chose. Ceci dit, il y a d'autres techniques de pouvoir faire, ça dépend de ce qu'on va mettre dans la terre, comment on va le mettre. Et puis, il y a d'autres techniques pour pouvoir jardiner sans pour autant mettre en profondeur dans les terres. Donc, c'est un débat et moi, je me dis que même avec des terres empoisonnées, la Martinique doit prendre exemple de ce qu'elle doit faire. Ça doit être utilisé comme un moyen, pas pour se plaindre, mais un moyen d'avancer. C'est fait, les terres sont polluées. Que pouvons-nous faire avec cela pour que de manière, nous ne soyons pas impactés dans notre consommation par ces terres polluées? Je ne vais pas donner les techniques, mais il y a des techniques qui existent. Il faut qu'on arrête de faire quoi aux Martiniquais? Que ouais, la terre elle est polluée, les autres ne peuvent pas faire rien. On peut faire des choses. C'est pour ça justement, parce que c'est Olivier a parlé de mal-caddie. C'est pour ça que ça a la vie. Ça sert à beaucoup de personnes. Il faut arrêter de croire que... Moi, je crois qu'il faut que nous sortions de l'endormir. Il faut arrêter de dormir. Il faut arrêter de... Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de chlordécone. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, oui, nos terres sont empoisonnées. Elles ont été empoisonnées par d'autres. C'est criminel, ce qui a été fait. Mais justement, il faut arrêter d'être les victimes des autres. Qui ça nous peut faire
pour justement éviter que plus jamais ça n'arrive, et comment utiliser nos techniques pour que la viande que tu puisses manger, quand ta bête a mangé dans une terre chlordéconée, il y a des techniques pour que cette viande ne soit pas... En fait, je crois qu'il serait temps que les Martiniquais aillent chercher les vraies réponses. Parce que les réponses, elles existent. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est pas une utopie de penser qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en Martinique? De quelle utopie? Toutes les utopies ont fondé quelque chose. On n'est pas anti d'une utopie pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a pu réaliser. Donc, une utopie est fondatrice. Et pour pouvoir répondre à ta question, on n'aura peut-être pas du 100% autosuffisance. Aucun pays ne pourra peut-être pas avoir du 100% autosuffisance. Mais plutôt que d'avoir 80% d'aller dans un supermarché, si tu fais 60% de ta propre consommation, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec ce qui se passe. Je suis d'accord. On n'aura pas du 100%. Mais moi, je me dis que là, il y a un proverbe qui dit « Joumal les panipangade ». Et donc, quand tu te prépares, parce que Olivier parlait tout à l'heure de la culture du risque que l'on doit avoir. Je me dis qu'il ne faut pas seulement voir aller dans le supermarché ou pas. C'est vrai qu'il faut éviter de passer notre temps à aller donner notre argent toujours même à Goulou Ganfal. Il faut arrêter. Et pour pouvoir arrêter, il y a des choses à faire. Mais il y a aussi, comme on disait, les risques naturels. Il faut, en Martinique, nous devons voir le risque différent. La Martinique est peut-être petite de taille, mais les aléas sont très forts, sont plus forts qu'ailleurs. Donc il ne faut pas seulement penser, ne pas seulement aller dans les supermarchés. C'est vrai que l'objectif, c'est justement d'éviter que les gens ne consomment trop et donc consommer autrement. Les gens reviennent à ça. Mais aussi prévoir leurs risques. Il y a aussi la possibilité de risques naturels qui vont faire qu'on va se retrouver dans des conditions difficiles. Oui, les risques sociaux, comme il parlait de 2009, par exemple. Les risques sociaux, les risques naturels, tout. Et puis les risques d'embargo, tout est possible. Tout est possible. Il faut qu'on soit prêt. Il faut être comment prêt. se fait-il alors, dans ce cas-là, que cette prise de conscience ne se fasse pas comme on l'aurait souhaité, puisque ça fait des années qu'on parle de ça, de l'autosuffisance? Comment se fait-il que... alors, Olivier parlait d'essayer de changer cette mentalité qui consiste à aller au supermarché, c'est quand même plus facile, tu prends ton caddie, tu vas, mais c'est peut-être plus facile, mais est-ce que côté santé, c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Et puis côté portefeuille, est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux. Parce que nous avons quand même un pays où nous avons... j'allais presque dire, c'est un pays où tu peux tout planter, tu jettes ça comme dirait Manu Granier, tu jettes n'importe quel plant et ça pousse. Donc on a cette chance d'avoir un climat où on peut tout planter. Et il y a cette histoire, ce problème. Tu dis, Suzanne, que ce n'est pas vraiment un problème parce qu'il y a des techniques de pollution de la terre. Alors, justement, en ayant cette technique de dépollution de la terre, disons, pourquoi nos Martiniquais, nos amis Martiniquais, Guadeloupéens, ne prennent pas plus conscience, peut-être que vous y avez déjà réfléchi à ça, pourquoi nos amis ne prennent pas plus conscience que nous sommes dans un paradis, si on se donne les moyens, on peut vivre de ce qu'on a au pays, alors peut-être 60% de ce qu'on crée ou qu'on cultive ici, et puis 40% de ce qui peut arriver, pourquoi pas? Après tout, pourquoi n'y a-t-il pas cette prise de conscience? Est-ce que votre message, je ne vais pas dire est inaudible, mais que les personnes ne reçoivent pas suffisamment? Parce que vous parlez de faire une manifestation, vous en avez déjà fait, vous parlez de faire une manifestation, mais j'ai comme l'impression que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent et qui reviennent. Alors, vas-y. Ça fait depuis 2017 qu'on participe à ce genre. 2017 déjà, quand même. 2017. Sous une autre forme, avec une autre association, mais le combat, je vais dire ça comme ça, avait déjà commencé. En fait, il y a quand même une évolution. Il y a une évolution déjà dans le type de public qui vient sous les manifestations. Lorsqu'on a commencé ce type de manifestation en 2017, on avait essentiellement des militants. Donc des militants associatifs, des militants politiques qui se déplaçaient parce qu'ils étaient déjà convaincus de l'intérêt de ce type d'action.
Au fur et à mesure, on a vu le public évoluer. Donc, on avait ceux du début qui venaient, qui continuent à venir. On a eu de plus en plus de jeunes, de jeunes adultes et des vraiment jeunes. Et on a aujourd'hui, même en tant que militant au sein de l'association, des gens qui nous disent « Je n'aurais jamais imaginé un jour participer à un tel événement. » Parce qu'en fait, la personne ne se sentait pas forcément concernée par cette question-là. C'est ça. Et je reviens sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que l'actualité mondiale fait qu'à un moment, le Martiniquais se pose de bonnes questions et se dit notamment, mais si des pays qui ont plus de moyens que nous rencontrent des difficultés à certains moments de leur évolution parce que le contexte est dégradé, peut-être qu'il faut que nous, qui ne sommes pas encore face à ce tel problème, on se prépare et on mette en place des choses. Il y a des études qui ont prouvé de par le monde que la meilleure nourriture pour un peuple, c'est la nourriture qui pousse à proximité. Alors, l'une des plus célèbres études, c'est l'étude qui avait été faite sur les Inuits, ce que certains appellent les Esquimaux. Et en fait, les premiers scientifiques européens qui étaient partis là-bas avaient été très étonnés de voir que les Inuits mangeaient de la graisse de phoque, mais par brassée entière, en se disant, mais bon, logiquement, ils auraient dû avoir du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, ils ont compris au bout d'un certain temps qu'ils avaient juste la nourriture qui était adaptée aux conditions climatiques extrêmes de chez eux. Mais chez nous, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vivre en Martinique et vous nourrir essentiellement de choses qui proviennent d'ailleurs. C'est ça. Avec toutes les conséquences, d'autres seraient mieux placés pour moi pour l'expliquer, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Donc, Mais ces conséquences-là, on les connaît. Hein? on les connaît, surpoids et tout ce qu'on peut imaginer. Bon. Maintenant, effectivement, on a un message qui progresse. Alors, pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais notre objectif sur une manifestation comme celle-là, ce n'est pas de déplacer toute la Martinique à Tivoli. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que, premièrement, les exposants se fassent mieux connaître pour ceux qui ne sont pas suffisamment connus, que ceux qui viennent puissent passer la journée entière. Et pourquoi ils peuvent passer la journée entière? C'est qu'il y a une telle diversité d'exposants, aussi bien sur l'alimentaire que sur autre chose, qu'une famille qui viendrait à partir de 8 h du matin pourrait repartir le soir vers 18-19 h et aurait trouvé de quoi s'occuper pendant toute la journée et bien évidemment de quoi se nourrir, boire, etc. Bon. Donc, les choses avancent, notamment parce que vous avez des gens comme moi qui ont l'occasion de faire des interventions en milieu scolaire. Ah oui. Oui, ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive même d'intervenir sur des CLSH maintenant parce qu'il y a une demande importante. Et c'est avec plaisir que je le fais parce que si on ne fait pas la fameuse transmission pour cette génération en devenir, certains adultes, je le dis comme je le pense, ça va choquer, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Certains adultes, il est trop tard, en fait. Vous avez des adultes aujourd'hui qui ne veulent pas. C'est pas un problème de compréhension, c'est pas ababayou ababa. Ils ne veulent pas comprendre ce que vous avez à leur dire. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, vu le peu de temps qu'on a, on va pas forcer les gens à modifier leur comportement, à modifier leurs habitudes. Par contre, pour tous ceux qui veulent, et notamment pour les jeunes, moi et puis d'autres, on est open pour expliquer les choses, faire découvrir des professionnels, faire découvrir des produits en Martinique, d'excellente qualité, surtout. D'ailleurs, il y a toujours la possibilité de déguster, même si vous ne voulez pas acheter, pour goûter, pour voir ce que c'est. Et c'est vrai qu'on a beaucoup axé notre travail sur la qualité, parce qu'il est important pour nous que les Martiniquais comprennent que si on prend le temps de monter un projet, de monter une entreprise en Martinique, c'est pour faire de la qualité. Ce n'est pas pour choquer, comme on dit chez nous, c'est pour faire les choses bien. On se forme, on va acheter du matériel, on va faire ce qu'il faut pour que justement le consommateur martiniquais ait accès à des produits de qualité. Ah oui, alors, Madame Delaunay-Belleville, justement à propos de ce que je disais, cette question que je posais, de cette population qui, on dirait, n'est pas prête encore à adhérer. J'irai dans le sens d'Olivier en disant que de plus en plus, depuis plus d'une dizaine d'années, voire 20 ans, une dizaine d'années, les choses ont changé.
les choses ont évolué et les gens sont de plus en plus intéressés par des ateliers que font Olivier ou d'autres. Les gens sont de plus en plus intéressés à revenir à leurs fondamentaux. En effet, pas assez. Il y a une cible qui a besoin forcément d'être impactée par ça, et c'est la cible la moins facilement bougeable, je vais dire ça. C'est essentiellement les personnes qui habitent dans les cités. C'est essentiellement les personnes qui sont les plus éloignées de leurs intérêts, parce que le plus souvent, ce sont ces personnes qui auraient plus intérêt à participer à des ateliers du type de ceux que réalise Olivier. Mais la parole n'est pas encore complètement, pas totalement. Elle se passe parce que de plus en plus des jardins partagés sont mis en place par des associations. Même dans les cités. Donc, oui, même dans les cités. Et les personnes sont de plus en plus conscientes. Mais l'objectif n'est pas de sauver tout le monde. L'objectif, c'est de sauver le maximum qui est prêt à avancer. Et puis, quand on a une majorité qui est prête à avancer, le reste va suivre. Tu parlais tout à l'heure des élus. Moi, je crois qu'il faut arrêter de compter sur des élus pour faire. C'est à nous de reprendre notre propre pouvoir de faire. Nous avons la capacité de faire. Nous avons un pays dans lequel il n'y a pas d'arrêt végétatif. Nous avons un pays d'une grande richesse. C'est à chacun de se prendre en main. Il faut arrêter d'attendre que les élus fassent pour nous. À quel moment on va se mettre en marche pour nous-mêmes ? C'est nous qui allons changer notre monde. C'est pas les élus qui vont changer notre monde pour nous. C'est nous qui allons nous mettre en marche. Et quand les élus vont voir que la population est en marche, ils vont se mettre en marche. Eux aussi, ils pourront pas faire autrement. La volonté politique, ils ne l'ont pas. C'est à nous d'avoir la volonté de changer les choses. Et donc, comme disait Olivier, dans les journées de l'autosuffisance, nous avons de tout. Nous avons des personnes qui nous mettent à disposition un savoir. Nous avons des gens qui mettent à disposition leur connaissance, leur être. Donc, il faut en profiter. La Martinique est riche de toutes ces personnes qui ont ces potentialités-là. Donc, la Martinique se réveille, doucement. Alors, quand vous êtes... Mais elle se réveille. C'est très bien. Mais quand vous êtes justement dans ces manifestations, on peut rencontrer qui? Parce qu'on parlait de spécialistes, de ceci ou de cela, mais on peut rencontrer qui? Est-ce qu'on peut rencontrer, par exemple, des personnes comme Olivier qui développent une certaine technique pour améliorer le rendement ou les produits, on va dire ça comme ça? Est-ce qu'on peut rencontrer d'autres personnes? Je ne sais pas, peut-être des agriculteurs qui ont une certaine particularité. Qui on peut rencontrer? Qui peut... Nous avons des agriculteurs. Nous avons même une personne qui a des animaux. Elle viendra avec sa volaille. Nous aurons ça, de la volaille, des fruits et légumes. Donc, on a 2 ou 3 agriculteurs qui viendront. En fait, on a celui qui va... l'agriculteur. On a l'agro, celui qui va faire la transformation, puisqu'on a des personnes qui font aussi de la transformation. Différents types de transformation, en farine, en chips ou en autre chose. Nous avons de la restauration. Donc, nous sommes toujours dans ce processus alimentaire. Hein. Donc, nous avons toutes les ressources en un seul lieu, en 2 journées. Toutes les personnes. Nous avons aussi les personnes pour l'habitat. Ah oui, l'habitat. Le bambou, notamment, qui est un biomatériau. C'est une technique suffisamment développée pour qu'on puisse commencer à habiter dans Bien sûr. Alors ça se C'est une filière. Ça se fait ailleurs dans le monde. Bah oui, en Indonésie ou ailleurs. Là, on n'a rien inventé. Hein. Oui. Simplement, il y a une association martiniquaise, une entreprise qui travaille sur la question depuis plusieurs années. Il faut savoir qu'on a une bambouserie spécifique sur Sainte-Marie avec des variétés de bambou très particulières, très résistantes. Alors, pour que... Il faudrait développer justement cette bambouserie. Voilà. Alors, pour donner un ordre de grandeur, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de bambou, il y a des tests qui ont été faits dans des labos. Alors, pas des labos en Martinique, hein, comme ça on ne va pas nous accuser d'avoir faussé les résultats, mais dans des labos en Europe, et qui ont montré quoi? Qui ont montré qu'en termes de qualité, le matériau de construction, le bambou avait de meilleure qualité que l'acier, par exemple. Ah bon? Oui, carrément. Bon. C'est pour vous dire que on a de quoi faire ici. Et pour revenir sur ta question concernant qui on va rencontrer, l'intérêt de ces manifestations, c'est que non seulement il y a des professionnels présents, donc qui vont proposer des services ou des biens,
Mais c'est surtout pour moi l'occasion de discuter avec ces professionnels. Parce que lorsque la conférence se termine, par exemple, l'intervenant il est disponible pour échanger avec le public. Quand vous êtes sous le stand de l'agriculteur qui va vous vendre de la dachine, de l'igname, etc., c'est le moment de discuter avec lui. Si vous voulez devenir agriculteur, si vous voulez acquérir ces produits. Donc, c'est vraiment un espace qu'on a voulu convivial, de manière à ce qu'il y ait vraiment cet échange, que les Martiniquais puissent, pour certains, parce que ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, se reconnecter en fait un peu avec leur environnement. Vous avez des gens qui, parce qu'ils ne vivent pas forcément à la campagne, sont un peu déconnectés de certaines réalités. Et c'est l'occasion d'emmener les enfants voir des animaux, voir des fruits et légumes qu'ils ne voient pas dans les supermarchés, donc que pour certains ils ne connaissent pas. Et moi, je trouve que c'est une sortie, on va dire ça comme ça, qui est très intéressante parce que ça nous change un peu, enfin, pour certains, pas moi, du quotidien et ça permet de voir autre chose, en fait. Mais je sais que tu es sur la technique, sur l'autosuffisance alimentaire, mais toi, Olivier, tu développes quoi comme technique? Alors, par exemple, hein, parce je qu'il y a donne un d'autres exemple. techniques. Non, mais je vais donner un exemple. Alors, tous ceux qui ont fait un petit peu de jardinage dans leur vie, notamment en milieu tropical de comme en Martinique, ont dû rencontrer tous la même difficulté. La principale difficulté de jardinier en Martinique, c'est de gérer ce qu'on appelle l'enherbement. C'est-à-dire que vous allez planter un pied de tomate, avant qu'il n'ait compris comment il faut pousser, toutes les herbes qui sont à côté grandissent 3 fois plus vite que lui. Bon, eh bien, il y a des techniques qu'on appelle le paillage. Alors, pour les plus anciens, le terme bocaïno, c'est fatracé. Donc, on utilisait des feuilles de poids-doux notamment pour pouvoir disposer sur les fosses d'igname et permettre que ça protège en fait l'igname des mauvaises herbes et ça en plus ça enrichisse le sol parce que c'est une plante qui est riche. Ça se décompose. Voilà, ça se décompose après. Donc, ça, c'est voilà un exemple de techniques qui sont toutes simples. Et encore une fois, je précise, on n'a rien inventé. La différence entre mon grand-père et moi, pour que les gens comprennent de quoi on parle, parce qu'on parle de techniques qui sont remises au goût du jour, c'est que mon grand-père faisait un certain nombre de techniques sans vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Il savait que ça fonctionnait puisqu'il le voyait. Bon, moi, les quelques années d'études me permettent aujourd'hui de comprendre comment ça se passe. Et l'intérêt de comprendre comment ça se passe, c'est que vous faites ce qu'on appelle après de l'optimisation. C'est-à-dire que ça fonctionne déjà. Vous allez faire en sorte que ça fonctionne encore mieux que ce que faisaient les anciens, en fait. Et c'est cette petite différence-là, en fait, qui est intéressante. Essayer de maîtriser tout ça pour un rendement efficace. Voilà. Pour un rendement, alors, au-delà de la notion de rendement, pour que ça soit le moins pénible possible, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, plutôt que de dire à quelqu'un d'aller récupérer des feuilles sèches de canne dans un champ de canne où ça va gratter, où il peut avoir, je sais pas moi, des rats, enfin, bon, bref, on va lui dire, vous prenez un bout de carton brut et vous allez pouvoir utiliser ce carton dans un emballage récupéré dans un emballage électroménager de grands frigos, par exemple. Mais continue. Ça et bien, vous allez pouvoir utiliser ça pour faire du paillage dans votre jardin. Ah, c'est dur. Alors, c'est pas forcément très sexy, c'est pas forcément très joli, mais c'est super efficace. Par exemple. Le carton qu'on peut utiliser pour mettre autour des plantes et puis empêcher que... Alors, non seulement ça va empêcher aux mauvaises herbes de pousser, ça va conserver l'humidité du sol. Et comme c'est un matériau qui est biodégradable, il se décompose, il composte et il nourrit le sol ensuite. Voilà, aussi simple que ça. Alors, Madame Delaunay-Belleville, justement, mais comment vous faites, à part donc ces manifestations, ce sera la deuxième, je crois, deuxième manifestation, mais comment, parce que c'est très intéressant tout ça, quand on ne sait pas et qu'on apprend ces choses-là, c'est pour ça que je comprends que tout le monde, des gens comme moi d'ailleurs, ne court pas justement pour aller vers ça et pour comprendre tout ça. Mais justement, comment vous faites pour communiquer là-dessus, à part ces journées de manifestation? Bon, c'est vrai, il y a Zouk TV, mais comment faites-vous pour communiquer sur l'année, quoi, tout le temps? Parce que ça, tout le monde devrait savoir ça. Justement, en plus des journées de l'autosuffisance, il y a des bocantages qui sont organisés. Bon, ce sont des rencontres de réflexion. Parce que tout ce dont nous parlons là,
permettent aussi de se poser la question de savoir ces métiers-là, ces nouvelles formations qu'il y aurait éventuellement à mettre en place, parce qu'on a une nouvelle manière de consommer une manière de consommer différente qui est en train de prendre un peu plus de place. Et cela crée autour de ça une autre manière d'orienter la réflexion et éventuellement une autre manière de mettre en place des formations ou des métiers. Pourquoi je parle de cela ? Parce que beaucoup de jeunes sont persuadés que, par exemple, travailler la terre, c'est un bail qui raide, il faut bêcher, il faut ci, il faut ça. Parce qu'ils ne savent pas tout ce qu'il y a tout autour du travail de la terre. Il n'y a pas seulement fouiller, bêcher, il y a la transformation, il y a bien d'autres. Donc, c'est aussi une manière, on parlait tout à l'heure de la transmission à la jeunesse, c'est aussi une manière d'impacter la jeunesse martiniquaise qui sera en charge justement, qui sera aux affaires en Martinique, de la sensibiliser à ces différents métiers qu'il y a autour. Parce que le terme autosuffisance, j'aime bien à dire, qu'il n'est pas que dans l'alimentaire, il n'est pas que dans l'agriculture, c'est la pêche, c'est bien d'autres choses. C'est tous les Même champs. dans l'habitat, vous avez parlé dans de l'habitat, c'est dans tous les champs. Donc, comment amener et c'est vraiment se saisir de cette question, et puis comment faire savoir à nos enfants qu'au-delà de ce qui est appris à l'éducation nationale, il y a d'autres voies possibles. Et c'est on parle d'adapter l'école à qui nous sommes, et c'est vraiment aller vers quelque chose qui serait vers qui nous sommes. Comment faire une transmission, par exemple, dans la naturopathie ? Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse avoir une naturopathie avec les plantes, exclusivement les plantes de chez nous, plutôt qu'on utilise les plantes d'ailleurs. C'est un vœu, pas un vœu pieux, mais c'est un vœu qui va se réaliser. Et je sais que ça commence déjà à se faire. Il y a des petites filières, des petites formations qui se font comme ça. Et l'objectif, c'est vraiment d'éclater ce carcan qui existe et amener les gens hors des chemins habituels, c'est vraiment aller hors les murs et prendre des chemins de traverse. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, il y a des réflexions qui sont faites. Et puis, comme je dis, petit à petit, l'information va passer. Parce que, bon, au d'accord, et puis moi, Olivier, quel que soit le nombre de radio, émission, on fait, il y a le monde qui pique tant. Qui parle les tonnes. Qui parle les tonnes. Parce que, en fait, vous pensez bien qu'en plus de faire ça, il y a Zouk TV, il y a d'autres médias sur lesquels on va, mais il y a le monde qui pique tant, il y a le monde qui parle tant. Donc, au fur et à mesure, les choses vont se faire et prendre la propension que ça doit prendre et prendre l'importance que ça doit prendre. Alors, je rappelle à nos amis téléspectateurs que ce soir, nous parlons d'autosuffisance. Je préfère dire d'autosuffisance. Ça sous-entend plusieurs choses, hein. Donc alimentaire, habitat, technique, donc de l'autosuffisance en Martinique. Et pour en parler, j'ai avec moi ce soir Madame Suzanne Delaunay-Belleville et Monsieur Olivier Carrel, c'est l'autre. Voilà. Alors, je voudrais soumettre à Olivier, pas un petit casse-tête, mais presque c'est la conscience qui va entrer en jeu. Vous arrivez devant un grand magasin d'alimentation, et vous voyez ressortir une mère de famille avec 2 enfants, mais le caddie rempli de victuailles qui arrivent d'ailleurs. Simplement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, mais sans lui dire? Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire à ce moment-là? Alors, plusieurs choses. La première réflexion que moi j'ai quand je discute notamment avec, alors soit en intervenant dans une conférence débat ou lors de mes ateliers, c'est que j'explique toujours à ceux qui viennent me rendre visite qu'il y a des réalités économiques. L'une des réalités économiques, c'est que notre manière de consommer est un acte politique. Je m'en vais répéter, les nous avons acheté en bagaille, que ce soit en légumes, en fruits, en linge même, là nous avons fait ça, nous avons fait politique. Alors je vais m'expliquer, parce que je suis sûr d'avoir choqué un ou deux téléspectateurs. Je m'explique. Quand vous décidez par exemple d'aller acheter votre igname, le même igname que vous avez retrouvé en supermarché, quand vous décidez d'acheter ce même igname-là chez le producteur qui a réellement planté, qui a récolté, vous faites quoi? Vous permettez à ce producteur d'avoir un bon prix, déjà, donc de gagner sa vie correctement, et vous lui permettez donc
éventuellement de prendre un ouvrier, ne serait-ce qu'une ou 2 fois par semaine, pour l'aider dans certaines tâches. Donc vous avez fait tourner ce que moi j'appelle l'économie réelle du pays Martinique. Donc ça, c'est ce que pas que j'aimerais dire, c'est le message que je fais passer. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, je pose la question de la qualité de ce qu'on va acheter. Il y a une pléiade d'émissions qui nous expliquent, lorsqu'on veut bien l'entendre, que plus les produits sont archi-transformés, plus ils sont éloignés de notre réalité, et plus ils vont faire du tort à notre santé. Donc aujourd'hui, je ne dis pas à cette mère de famille qui n'a peut-être pas forcément des moyens très importants d'acheter du 100% local, mais je lui dis déjà de se renseigner, ne serait-ce que de prendre l'information, et elle va se rendre compte que certains produits locaux ne sont pas forcément plus chers que ce qu'elle trouve en supermarché. Et un autre constat qu'elle peut faire, c'est qu'en consommant des fois des produits de bonne qualité, on va se rendre compte qu'on a besoin de moins manger, notamment lorsque je parle de viande, par exemple, je pense à ça. Lorsque vous achetez de la viande de bonne qualité, vous allez vous rendre compte qu'avec un petit morceau de viande, vous avez déjà tellement une bonne sensation en bouche, vous avez déjà conscience de manger quelque chose de qualité, finalement, vous allez manger moins que si vous avez acheté des caisses de poulet qui vous reviennent à des prix tellement ridicules que je dis qu'au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Si une caisse de poulet qui a traversé l'Atlantique vous arrive à ce prix-là, vous imaginez bien qu'il y a un problème de qualité quelque part. D'ailleurs, ça s'appelle poulet de dégagement, pour ceux qui veulent bien entendre. Il y a eu des reportages sur ça. Même il y a eu des reportages. Encore une fois, j'ai inventé rien. Donc, à un moment, posons-nous les bonnes questions sur ce qu'on veut pour nos enfants notamment. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ce que j'appelle l'économie réelle, on est en train de sauvegarder des emplois et on est en train de permettre la création d'autres emplois. Sauf si, pour certains, le projet de développement pour la Martinique, c'est de couvrir la Martinique de supermarchés. Ce n'est pas mon projet. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les petites, les grandes, les moyennes entreprises martiniquaises puissent se développer. Mais avec des produits qui créent réellement des emplois. Pas des produits qui sont finalement de l'import-export et qui n'apportent strictement rien à la Martinique. Moi, j'ai une vision où je dis qu'il faut effectivement que les entreprises martiniquaises puissent produire de la qualité. Et si en plus on a la possibilité de vendre ces produits ailleurs, faisons-le. Voilà, je n'ai pas, moi, l'esprit de clocher fermé, etc. L'ouverture sur l'extérieur. Toi, c'est le pays réel. Voilà. Bon. Mais pour ça, il faut que cette dame, cette mère de famille et d'autres personnes comprennent vraiment que se rendre dans un supermarché ou ailleurs, ce n'est pas un acte anodin et qu'il faut vraiment penser. Bon, et je vais finir sur ça, c'est que vous avez des enfants qui arrivent au collège et qui ne connaissent même pas certains fruits de Martinique. Ça, c'est une réalité. Qui n'en ont jamais mangé et qui, des fois, n'en ont jamais vu. Oui, mais quand vous emmenez vos enfants qu'au supermarché, il y a des fruits qu'ils ne verront pas au supermarché. Parce que ce sont des fruits qui voyagent très mal, ce sont des fruits qui s'abîment très vite en rayon, etc. Donc, il y a aussi ce côté transmission du patrimoine qui est important. Donc, il faut que cette dame, ou ce monsieur, parce que ça aurait pu être un monsieur, se dise, mais de temps en temps, je vais aller sur un des marchés qui est en Martinique, de manière à ce que mes enfants puissent savoir, demander à la marchande, c'est quoi, ça vient d'où, etc., etc. Et je ne parle même pas, on change de domaine, mais de l'aspect de notre langue. Vous n'allez pas entendre certaines expressions martiniquaises, typiquement martiniquaises, dans un supermarché. Il faut vous déplacer dans un marché où, vu l'âge des marchands, de leur vécu, etc., vous allez entendre des histoires, vous allez entendre des noms. Voilà, il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Une certaine culture qu'il faut sauvegarder aussi. Tout à fait. Ça peut faire partie aussi de l'autosuffisance. Je vais dire presque culturelle, on va dire ça comme ça. Comme ça. Et, alors, pour faire venir des personnes, par exemple dans des manifestations, est-ce que vous avez une technique particulière ou alors est-ce que vous leur dites vous allez découvrir des choses? Et est-ce qu'il y a des choses, des techniques ou bien des fruits, des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir, qu'ils pourront peut-être découvrir, Suzanne?
Il n'y a pas que des fruits à découvrir, il y a des techniques à découvrir. Nous mettons surtout l'accent sur les techniques. Les techniques à découvrir, à savoir celles faites par Olivier ou par d'autres personnes. Les techniques Guinée-Renaud, par exemple. Voilà, les fours solaires. On se dit qu'on a une H24 pratiquement du soleil. Pouvoir l'utiliser. Comment faire, puisqu'on parle d'autosuffisance là, énergétique, comment utiliser l'eau, l'air. Et on a ça en abondance quand même. Oui, le soleil. Comment utiliser ça. Comme on dit toujours, faut bien vivre, comme on dit, avec son temps. Et ce ne sera pas exclusivement du tout solaire. Pour l'instant, on n'en est pas encore au tout solaire. Idéalement, ce serait ça. Mais restons les pieds bien ancrés dans la réalité. Tu vas utiliser ton four solaire pour certaines choses. Comme certaines personnes vont pouvoir utiliser leur four à charbon, leur charbon ou leur réchaud. Parce que nous avons fait des réchauds en terre crue où tu vas utiliser du bois et tu as une capacité de cuisson extraordinaire. Donc, il y a ces techniques-là qui sont utilisées. Donc, les gens peuvent y trouver des déshydrateurs faits main, parce que les déshydrateurs, on en a électriques, mais nous avons eu des ateliers de déshydrateurs. Comment tu peux faire un déshydrateur très simplement et déshydrater tes fruits, tes feuilles, tes fleurs, etc. pour faire ce que tu as à faire, pour éventuellement après faire de la farine. Donc, tu as ça. Donc, nous avons énormément mis l'accent sur les techniques, sur le savoir-faire. Oui, c'est essentiellement ça. Sur les techniques, sur le savoir-faire. Oui, c'est le savoir-faire, le savoir-être. Parce que même s'il y a des fruits, les agriculteurs qui sont là présents vont présenter des fruits connus. Il n'y aura pas de fruits non connus. Je veux dire, nous n'avons pas mis l'accent sur la connaissance particulière de fruits. Nous avons mis l'accent sur les moyens à développer pour parvenir à l'autosuffisance là et là. Alors justement, puisqu'on parle d'autosuffisance, alors il y a quelque chose qui m'interpelle quand on parlait de ça, à propos de nos fruits, de nos légumes ici en Martinique, et même des plantes qu'on appelle parfois des plantes médicinales. Il y a des personnes ou des sociétés ou des grandes entreprises étrangères ou même de l'Hexagone qui viennent en Martinique, qui récupèrent ça. Par exemple, mango, par exemple, et on nous renvoie ça sous forme de produits transformés à base de tout ce que nous avons ici. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà débattu de cela entre vous, ce que vous en pensez, justement, parce que ça arrive. Le bois bandé, déjà, ne nous appartient même plus. Hein. Le bois bandé nous vient d'ailleurs. Hein. Alors, les élixirs de bois bandé nous viennent d'ailleurs. Je suis salarié, mais je suis aussi chef d'entreprise. Moi, je suis partisan de sortir de la position permanente de victime. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut vouloir prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que ce que les autres font en créant des entreprises, on peut faire exactement la même chose. Aujourd'hui, en Martinique, ça n'a pas toujours été le cas, on a toutes les compétences en agroalimentaire. Alors, on a non seulement les compétences, je veux dire, de personnes ingénieurs, mais on a en plus un pôle agroalimentaire qui existe depuis pas mal d'années, qui peut accompagner les chefs d'entreprise qui voudraient travailler dans ce domaine-là. Bon. Donc, rien ne nous empêche, et je dis bien, rien ne nous empêche aujourd'hui, si on veut développer des projets en agroalimentaire, de le faire. Moi, j'ai choisi un domaine qui est tout ce qui est autour du jardinage, d'autres peuvent choisir l'agroalimentaire. Et certains le font très bien. C'est de notre faute, je suis désolé de le dire comme ça, si certains nous renvoient des produits, ou alors même s'ils ne les renvoient pas à ces produits en Afrique, on nous les envoie alors qu'on pourrait le produire ici. Mais pourquoi ce serait la faute des Martiniquais? C'est la faute des Martiniquais parce qu'on ne veut pas forcément le faire et on laisse la possibilité aux autres. Il y a un principe économique qui est tout simple en fait. Vous produisez quelque chose, vous allez le revendre et vous allez gagner de l'argent. Donc vous allez développer votre pays, etc. Quand vous permettez à d'autres de le faire à votre place, votre pays ne se développe pas et le pays des autres se développe. C'est
aussi C'est bête mécanique. que ça. C'est aussi mécanique que ça. Donc, à un moment, il faut sortir derrière son ordinateur, sur les réseaux sociaux ou sur son smartphone, arrêter de critiquer tout ce qu'il essaie de faire, et puis se mettre à faire. Et puis, alors ça c'est on va dire que c'est le père de famille qui parle. Il faut aussi que lorsque nos enfants vont s'orienter au niveau scolaire, qu'on n'ait pas toujours Les la même fonctionnaires. vision des métiers dits intéressants. Il y a suffisamment aujourd'hui de diversité, ça n'a pas toujours été le cas dans le cadre scolaire, pour que nos enfants se répartissent sur tout ce qui existe, tout ce qui est proposé en Martinique et ailleurs. Parce qu'il y a des places, à prendre au pays. Et moi, mon souhait, parce que je suis père de famille, mais je suis aussi tonton, etc., je considère qu'on doit faire en sorte que nos jeunes Martiniquais, nos jeunes Antillais puissent travailler chez eux. Et pour ça, il faut créer des entreprises, il faut conforter les entreprises existantes, etc., etc., pour que demain, voilà. Mais alors, il y a quand même une certaine crainte malgré tout, puisqu'on parle d'autosuffisance alimentaire en Martinique. Bon, pour la Guadeloupe, c'est peut-être encore autre chose. Mais il y a quand même une certaine crainte. Je pose la question à tous les deux. Il y a quand même une certaine crainte parce que la Martinique, elle n'est pas extensible. Elle n'est pas extensible. Et en plus de cela, nous avons une grande partie des terres qui appartiennent à une certaine caste, on va dire ça comme ça. Et comment, si on doit développer une agriculture qui vraiment va assurer l'autosuffisance, on va créer une agriculture, comment on va faire si une grande partie des terres appartient à certaines personnes, je préfère dire à certaines personnes, qu'on va faire pour que l'autosuffisance soit autosuffisante? Alors, je travaille dans le domaine agricole depuis 25 ans maintenant. En plus, j'ai travaillé aussi bien en production animale qu'en production végétale. Donc, on va dire que je sais de quoi je parle quand je parle d'agriculture. Ça, c'est une première chose. Alors, moi, j'ai coutume de dire que sur un projet, on travaille avec ceux qui veulent bosser. Non, ça c'est bien. Tu disais qu'il y a une partie des terres qui appartient à certaines personnes, mais il y a l'autre partie. Moi, je m'intéresse à l'autre partie. Ça, c'est une première chose. Donc, travailler avec ceux qui veulent bien. Bon. D'autre part, c'est vrai qu'on peut faire sans les politiques. La preuve, nous, on fait sans les politiques. Mais les politiques qui ont été élus, puisqu'ils sont élus, jusqu'à preuve du contraire, sont censés travailler pour le développement de la nation martiniquaise. C'est comme ça que moi je dis ça. Donc c'est à nous, électeurs ou électeurs potentiels, de faire en sorte que ces messieurs et dames politiques soient au service de la Martinique. Je sais que je vais me faire beaucoup d'amis en faisant ça. J'ai l'habitude et puis vous avez dû remarquer que j'ai le dos large, donc il n'y a pas de problème. Bon. Dans nos demandes à ces politiques, dans notre comportement en termes de consommation, on peut influer sur le développement d'une agriculture martiniquaise qui soit au service des Martiniquais. Alors, qu'est-ce que j'appelle une agriculture au service des Martiniquais? C'est une agriculture, premièrement, qui se donne comme objectif, par exemple, d'inverser la tendance. Au lieu d'être dans une répartition 30% de production locale et 70% de venus de l'autre bord, de se dire, on inverse. Alors, bien évidemment, je ne suis pas un rêveur. Ça va arranger les affaires de l'octroi de mer. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un claquement de doigts comme ça, du jour au lendemain, on se réveille et on inverse. C'est un long combat. C'est un long combat. Mais le fait qu'on y pense, le fait qu'on se mette en action, le fait que les compétences locales soient utilisées et qu'on sorte de la politique de petit compère, on peut faire évoluer les choses. Ça qui n'est pas content, tout fait. Je fais un clin d'œil, ça qui concerne les cas, ils savent de qui ça va parler. Donc, on a ça à faire. Ça, c'est une première chose. Pour parler de l'octroi de mer, tout le monde, pratiquement, même ceux qui sont partisans de l'octroi de mer, admettent aujourd'hui que c'est une taxe
qu'il faudrait revoir dans sa manière de fonctionner. On va dire ça comme ça. Certains seraient pour la supprimer. Moi, je ne suis pas spécialiste, donc ce n'est pas un intérêt sur lequel je vais m'embarquer, mais il y a sûrement des aménagements à faire. Il y a certaines personnes dont en Guadeloupe un autonomiste qui a un parti qui s'appelle le CIPA, CI2PA, qui explique qu'en fait, l'une des pistes pour développer nos îles, c'est de travailler sur une fiscalité propre et dont cet argent récolté resterait chez nous. Avec bien évidemment des gens chargés de l'utiliser correctement, etc. Il ne s'agit pas de prendre l'argent pour prendre l'argent, il s'agit de prendre l'argent pour la mettre au service du Martinique. Bon. Et des Guadeloupéens. Et des Guadeloupéens. Bon. La question c'est, est-ce qu'on veut arriver à ça réellement? Est-ce que c'est un souhait réel? Et quels moyens on va se donner pour y arriver? Mais là, je suis en train de bousculer certaines personnes au niveau mental, mais de manière terrible. C'est-à-dire que je suis en train de dire aux Martiniquais, oui, à un moment, on va peut-être sortir du sacro-saint octroi de mer pour passer à quelque chose de plus simple fiscalement parlant, parce qu'on a besoin de cet argent, que cet argent-là reste, et on a surtout besoin que cet argent-là soit au service de la vie des Martiniquais et de l'économie martiniquaise. Il ne s'agit pas, comme j'entends certains dire, d'enlever de l'argent aux communes. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que la fiscalité ne pénalise pas le consommateur martiniquais. Alors justement, tu parles tu viens de le dire là. Comment tu as dit ça? De la fiscalité ne pénalise pas. Pénaliser, voilà, c'est le mot. Alors c'est sur là que tu dis, que tu répètes ce mot-là. De pénaliser. Oui. Pénaliser. Mais dites-moi, comment vous faites? Parce que quand il y a une technique, parce que toi tu développes des techniques à partir de ce qui existait déjà, tu découvres. Mais comment faire pour ne pas pénaliser justement ces travaux, ces techniques, sans que les politiques y mettent un petit peu le bout de leur nez? Comment vous faites? Parce qu'on a besoin de l'argent. Alors, moi j'ai fait un choix, là c'est le chef d'entreprise qui parle, j'ai fait un choix. Quand j'ai monté mon entreprise, il y a 10 ans de ça, d'être sur une grille tarifaire de manière à ce que l'activité soit accessible à tout le monde. Alors, c'était, comme on dit en économie, un modèle économique qui était basé sur le fait qu'on allait gagner sur la quantité de personnes qui allaient venir et non pas mettre la main en poche chancel monde et puis comprendre qu'on va construire un cas dans les deux mondes. C'est un choix. C'est un choix militant, parce que ça existe, des chefs d'entreprise militants, la preuve. Aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix-là, même si les débuts ont été très difficiles, mais aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées. Et c'est vrai que pour mon entreprise, mais comme pour d'autres, Guinée serait là, il pourrait expliquer ça, aujourd'hui, on est suivi par un certain nombre d'associations, un certain nombre de collectivités. On a certains maires en place qui comprennent le sens du travail qu'on fait. Certains maires. Ah, d'accord. Et qui vont nous solliciter pour intervenir sur des projets dans les mairies, par exemple. Aujourd'hui, je travaille dans un certain nombre de mairies. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir développer nos structures et de faire en sorte de participer à la vie du territoire, à l'animation du territoire. Alors, en ce qui concerne, pour parler des élus, moi, je vais dire la chose suivante. Pour faire simple, il y a deux types d'élus. Il y en a qui ont une vision, qui ont une vraie vision, et qui donc vont se projeter, monter des projets. Alors, je vais prendre un exemple que je vais citer, qui ne va peut-être pas étonner grand monde. C'est Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau a fait des choix, des vrais choix politiques, pas des choix électoraux, c'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter de faire des choses pour être réélu à chaque fois, comme certains font. C'est pas sa manière de voir les choses, c'est pas son projet politique. Il y en a d'autres, mais je cite celui-là parce que c'est le plus connu. Bon. Donc on a des élus de ce type, et puis on a d'autres qui sont là pour autre chose. Alors, pourquoi ils sont là? Il faudrait leur poser la question. Donc tu vas les inviter, ils vont t'expliquer. Et la question aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, qui suis martiniquais, qui suis salarié dans un organisme, qui suis à côté chef d'entreprise et qui suis maintenant aussi agriculteur, c'est de dire je vais travailler avec
les politiques et les responsables qui veulent bien travailler. Voilà. Parce que des entreprises comme la mienne accompagnent aujourd'hui des mairies sur des projets de jardins partagés, par exemple, un peu partout en Martinique, et les choses sont en train de se développer. Et puis, on a d'autres personnes qui font, comme ça a été dit par certaines personnes, qui vous disent aujourd'hui, tranquillement, je ne vois pas l'intérêt des jardins partagés. Il y a des gens qui pensent ça. Alors, on est en démocratie, la personne a le droit de dire ce qu'elle veut, de penser ce qu'elle veut. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce que le politique oublie des fois, c'est on n'a pas mis en place pour qu'il fasse ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Ça, c'est une vision d'enfant gâté. On a mis en place pour qu'il fasse des réalisations, des projets et des actions pour le développement, le bien-être des Martiniquais et le développement de la nation martiniquaise. Si tous les élus comprenaient ce que je viens de dire là, qui n'est pas un propos extraordinairement compliqué à comprendre, je pense que les choses globalement iraient mieux. Oui, mais comment vous faites là maintenant pour... alors tu as parlé de jardin partagé. Madame Suzanne de Launay-Belleville, si aujourd'hui on vous disait... il n'y a plus d'argent pour continuer. Est-ce que c'est une expérience en fait? Il n'y a plus d'argent pour continuer quoi? Tout ce travail que vous êtes en train de faire, même s'il a choisi de faire à sa façon, mais si on vous disait, parce qu'il y a quand même le nerf de la guerre, malgré tout, c'est l'argent. Vous n'en parlez pas du tout. Mais de quel argent? Justement, je ne comprends pas le sens de la question. Mais comment faire? Parce que pour faire de l'agriculture, il faut quand même investir. Je réponds à ça. Oui. Alors, on parle d'investir dans l'agriculture. Je vais répondre. Alors, aussi bien pour l'agriculture que pour le reste. Alors, je dis souvent, et ça choque, parce que tout le monde n'a pas forcément ces informations-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en 2022, je ne sais pas comment ça sera dans 10 ans, mais en 2022, dans les domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire l'agriculture et les projets autour du jardinage, on n'a pas de difficulté à trouver de l'argent. Oui, ça tombe là comme ça, boum, on n'a pas de problème à trouver de l'argent. Pourquoi? Vous avez tellement d'aides qui existent aujourd'hui que l'argent, il est là. Par contre, l'argent est là. Après, c'est notre capacité à le faire sortir de l'enveloppe pour qu'il arrive sur les comptes des professionnels qui ont besoin d'investir. C'est là où les choses peuvent se compliquer, notamment en termes de lourdeur administrative. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas un problème d'argent disponible, c'est un problème d'organisation pour que les choses puissent fonctionner correctement. Et je vais parler de la partie jardin. Chaque fois que j'ai eu à monter des projets de jardinage pour une association, pour une mairie ou pour autre, les dossiers ont été montés comme ils doivent être montés. Les dossiers ont été adressés aux bons organismes qui ont fait leur travail et qui ont accordé les financements au pourcentage qui était prévu. Jusqu'à preuve du contraire, il y a eu, on va dire, très peu d'échecs dans ce domaine-là. Très peu de projets n'ont pas pu être montés pour des questions d'argent. Bon. Donc, dans ces deux domaines-là, donc l'agriculture et la partie projet autour du jardinage, l'argent est là. Par contre, il faut derrière ce qu'on appelle de l'ingénierie financière, de l'ingénierie en matière de projet, pour que justement que cet argent qui est disponible puisse être ventilé vers ceux qui en ont besoin. Et ça, effectivement, ce sont des choix politiques qui vont être faits ou ne pas être faits. Ce sont des compétences locales qui vont être bien utilisées ou pas, voilà, et qui vont faire que ça va bien fonctionner. Aujourd'hui, les choses se font surtout et beaucoup par appel à projet, c'est-à-dire que vous avez une collectivité qui dit, bon voilà, j'ai 100 € dans cette enveloppe, faites-moi des propositions de projet, nous avons un jury qui va examiner les projets et on va répartir. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et alors on peut trouver que ce n'est pas parfait, mais ce sont des choses qui fonctionnent relativement bien, on va dire. Donc, sur les jardins partagés, ça a fonctionné avec des appels à projets. Sur d'autres projets, ça fonctionne avec des appels à projets. Maintenant, il faut que le porteur de projet
se rapproche de professionnels qui soient en capacité de lui monter son dossier pour que lorsque l'appel à projet arrive, il puisse effectivement déposer un dossier. Et quand son projet est validé, et il est souvent validé à partir du moment où le projet est sérieux, tient la route et bien monté, eh bien, il aura le financement pour mener à bien son action. Donc on a encore de l'espoir. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques, Suzanne de Belleville, des techniques de transformation de produits ici en Martinique, faits par des Martiniquais? Oui, ben, Olivier, toujours, toi. Encore Olivier. Mais bon. Oui, c'est le spécialiste. Alors, on a plein de choses en Martinique. On a les jus, on a les confitures, on a les farines. C'est répandu maintenant parce qu'il y a de la farine de pratiquement tout. Vous avez des huiles végétales. Vous avez même une entreprise qui fait des petits pots pour les bébés. Des huiles végétales comme en Martinique? Oui, d'huile de coco, qu'est-ce qu'il y a encore? On a de l'huile de Nigel, on a du vinaigre de cerise, du vinaigre... On a des alcools du Je vais poser la question après. On a tout ça. Alors, pourquoi on ne trouve pas ça? Alors, c'est toujours la même chose. Si vous n'allez qu'au supermarché, vous n'allez trouver que les produits que le supermarché a envie de mettre en avant. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous venez sur des manifestations comme celle qui aura samedi et dimanche, vous avez un panel de produits qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus diversifié, et qui sont des produits qui sont faits par des professionnels. Donc vous avez une garantie de qualité de ce que vous allez consommer. Et puis le génie martiniquais, comme dirait l'autre, fait que vous avez des gens qui vont vous valoriser des produits qu'on n'aurait jamais pensé valorisables, qui vont faire des choses. Par exemple, j'ai une copine qui a, comme elle est diététicienne, qui a travaillé sur une recette pour remplacer la fameuse pâte à tartiner qui est très célèbre partout dans le monde, pour ne pas le signer de nom. Et elle a créé une pâte à tartiner, mais qu'avec que des produits nobles, et qui est excellente. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, justement avec les compétences locales, de faire plein de choses. Simplement, la difficulté, heureusement qu'il y a des collectifs comme le nôtre qui travaillent sur ça, on n'est pas les seuls. Il faut qu'il y ait des espaces. Donc c'est très bien que Tivoli soit mis à disposition d'ailleurs pour ça. Il faudrait qu'elle ait sur toute la Martinique. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faudrait qu'on soit sur toute la Martinique. Ben ouais, j'y pensais. Mais il faudrait sortir de Fort-de-France, mais il faudrait avoir la logistique pour nous recevoir. C'est ce que j'allais dire. La difficulté, c'est que vous n'avez pas partout des sites comme Tivoli. Et pour avoir tourné avec, Suzanne sait de quoi je parle, avec une autre association, vous avez des endroits où tout est fait pour que vous soyez à l'aise. Je vais citer personne pour ne pas hacher personne. Mais vous avez des endroits où c'est très compliqué. Et donc, la difficulté, c'est ça. Les professionnels, ils existent. La compétence, elle est là. Maintenant, il faut des lieux. Et quand vous arrivez dans certaines mairies, et j'ai un nom qui me vient en tête, où on vous demande d'entrer, de payer une place, alors que c'est comme par hasard la mairie la plus mal placée parce que ce n'est pas une commune passante et personne ne passe dans le bout, vous vous dites qu'il y a un problème quelque part. Dans le même temps, je vais quand même la citer parce qu'il nous a rendu un très fier service, un très bon service à l'époque. Le maire de Saint-Pierre, qui n'est pas un ami à moi, je précise tout de suite, mais qui est quelqu'un qui a fait son boulot de maire et qui mettait à disposition d'une association qui s'appelle Vive, le marché de Saint-Pierre avec le prix au devant. Et qui nous a même mis une fois à disposition une sono. Donc on a pu non seulement proposer des produits de qualité, mais être installé dans un espace très pro pour pouvoir travailler correctement. Donc c'est pour ça que je dis que l'idée d'aller vers un concept itinérant, une idée, je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde valide, mais il faut que les espaces soient si prêts et qu'on ait une oreille attentive de certaines mairies. Voilà. Alors, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. Cette fois, je crois que Suzanne Delaunay-Belleville, j'aime bien dire tout le nom, va pouvoir vous répondre là-dessus. Est-ce que vous ne ressentez pas une certaine méfiance de la part de la population
en se disant que ce que j'achète dans les supermarchés, c'est quand même plus contrôlé. Et alors, tandis que je vais acheter ailleurs, et peut-être que c'est pas, on ne connaît pas, c'est une garantie de sécurité alimentaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler? Pas du tout. Méfiance, non, pas du tout. Il n'y a aucune méfiance quant à acheter, par exemple, du vinaigre de cerise ou du vinaigre de... Il y a cerise et autres, hein, ce sont des choses qui se font ici, entre les mains des professionnels qui seront là, que d'acheter dans le supermarché. Il n'y a pas du tout de méfiance, il y a simplement un manque d'information. Parce que les personnes, soit elles ne vont pas chercher les informations, soit elles n'entendent pas. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a une deuxième édition? C'est parce qu'il y a eu une première qui a marché et les gens en redemandent. Et donc, nous ne sommes pas fous, si, un peu quand même, pas au point de décider de faire quelque chose qui ne marche pas et qui n'intéresse pas. Donc, méfiance, il n'y a aucune méfiance vis-à-vis des produits qui sont contrôlés parce qu'il y a la même qualité qui est exigée. Parce que, en fait, nous sommes plus fragiles si nous faisons un produit de mauvaise qualité que ceux qui sont les plus gros. Ouais. Quel intérêt aura un professionnel de Martinique à faire un produit qui soit de mauvaise qualité? Son entreprise, c'est lui-même. Il ne va pas se mettre en danger, mettre son entreprise en danger. Donc, la méfiance, pas du tout. Le problème ne vient pas de là. La difficulté qu'il y a, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est que les personnes n'ont pas de moyens et parfois les produits sont dits, parce que les gens ont aussi des clichés aussi, sont dits plus chers. Il y en a qui sont plus chers, certes, mais si on fait un mix de prendre certaines choses plus chez le professionnel martiniquais sur les marchés que dans les grandes surfaces, en fait, finalement, on se rend compte que ça se tient. Mais peut-être, il y a une nuance quand même. Quand toi tu dis que quand on parle de plus cher, enfin, c'est ma réflexion là-dessus, mais moi je n'ai pas de réflexion à donner, mais j'ai envie de le faire là. Quand tu achètes des produits qui viennent de là-bas, on te dit ça peut te donner le cholestérol et tout, plein de maladies. Mais est-ce que c'est pas plus cher d'acheter ces produits bon marché qui par la suite te rend malade et tu auras payé encore beaucoup plus cher plutôt que de consommer des produits endémiques, c'est-à-dire des produits du pays, du terroir, et qui va te tenir plus en bonne santé. Oui, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore le fonctionnement de beaucoup de Martiniquais. Mieux vaut acheter de petites quantités de quelque chose que tu vas avoir plus cher dans le cash que tu vas donner, mais qui finalement va te revenir moins cher sur la durée parce que tu sois moins impacté par les maladies qu'il y a. On sait la prévalence de cancer, la prévalence du diabète, le nombre d'amputations qui augmente, toutes les maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc., etc., etc. Il y a une kyrielle. Il y a une kyrielle qui sont liées à la malbouffe. La malbouffe, c'est quoi? C'est là où c'est le moins cher. C'est les choses que nous allons acheter très rapidement dans des fast-foods qui nous viennent moins cher. Ça ne veut pas dire qu'en Martinique, on ne peut pas avoir des fast-foods de qualité. Parce que l'idéal, ce serait qu'on puisse avoir. J'espère qu'on pourra un jour avoir nos propres fast-foods, nos propres chaînes de produits de chez nous, d'aliments de chez nous, de qualité, qui soient à des prix abordables. C'est faisable. C'est faisable. Oui. Tout est une question de volonté. Alors, puisque tu dis que c'est faisable, pour cela, il faut que les gens commencent à s'intéresser, même s'il y en a pas mal, de plus en plus, puisque vous le disiez tout à l'heure, et encore plus. Et pour cela, alors j'ai vu Grégory mettre non, peut-être pas Grégory, mais Alan, alors notre technicien, Alan Pocolam, technicien à Zouk Télévision, mettre à l'antenne des affiches. Alors, c'est cette manifestation dont je voudrais que vous parliez. Donc, ça va se passer où, quand, comment, avec qui? Allez, Olivier, toi. Bon, alors, non, je peux dire, mais vas-y. Alors, j'aime bien continuer. Tu vas compléter. Oui, je te remercie, Suzanne. Alors, c'est une manifestation qui va se dérouler sur 2 jours. 2 journées entières, donc samedi 8 et dimanche 9, donc à la fin de cette semaine. Qui va regrouper aussi bien de l'agroalimentaire dans toutes ses formes, donc du jus, des pâtisseries, etc., etc. Qui aura aussi, et c'est très important,
l'équipe organisatrice a voulu dès le début qu'il y ait également des conférences débats qui sont des espaces où des professionnels martiniquais interviennent pour expliquer ce qu'ils font, pour expliquer un certain nombre de techniques et pour être vraiment dans du faire, le fameux do it yourself, c'est-à-dire faire en sorte que le Martiniquais qui veut se rapprocher de cette fameuse autosuffisance, sache concrètement comment faire. Voilà, j'apprends à faire un four solaire, je me forme au jardinage, etc., etc. Donc, il y aura aussi de l'animation musicale. Parce avec Colobars. Avec Colobars, oui. Monsieur Colobars, excusez du peu, parce qu'on estime aussi que c'est pas parce qu'on est sur une affaire très sérieuse qu'on peut pas penser aussi à de la musique, qui n'est pas de la musique vue comme un divertissement juste pour se engagé. Voilà, mais on n'a pas choisi Colobars par hasard. Et c'est vrai qu'il a très gentiment accepté de nous donner un coup de main, mais on connaît le monsieur et on n'est pas étonné de son retour. On connaît son engagement. Voilà, on connaît son engagement. Et donc voilà. Donc, les flyers commencent depuis un moment à tourner sur les réseaux sociaux. Ils sont visibles un peu partout. Mais l'idée, c'est vraiment, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire aux Martiniquais, quand vous voyez un flyer d'une manifestation comme celle-là, n'hésitez pas à le partager. Ça vous prend 2 secondes. Et ça permet justement à cette information-là, qui vous intéresse peut-être pas forcément vous, mais qui peut intéresser votre maman. Voilà. Ça devrait vous intéresser. Ça devrait vous intéresser. Mais je ne suis pas sectaire, j'ai l'esprit très large, chacun, voilà. Mais faites circuler cette information, parce que l'idée, encore une fois, je dis ça, c'est que les professionnels qui sont là puissent vivre de leur activité économique, que les jeunes qui veulent embrasser ces professions puissent les rencontrer, que les emplois soient maintenus, que les emplois soient créés. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut venir soutenir les professionnels martiniquais, rencontrer les professionnels martiniquais, parce que je dis que c'est un espace qui est idéal pour ça. Moi, j'insiste sur cette question de transmission. Posez la question à l'agriculture. Voilà. Vous avez cet igname, comment ça a été produit, comment vous faites, quels sont vos plaisirs en tant qu'agriculteur, quelles sont vos difficultés. Enfin, engager un véritable dialogue pour comprendre un peu les réalités de ce pays et puis découvrir la Martinique par un bout que je trouve très intéressant. Surtout qu'on peut penser, surtout qu'il y a une mutation qui se fait à ce niveau-là, quoi. Parce qu'avant, on ne pensait pas à tout ça forcément. Non. Et avec les événements qui ont eu lieu, avec le développement de la technologie, de la technique, eh bien, la Martinique est en train de bouger, de changer. C'est grâce à vous. Alors peut-être une précision. Alors, vas-y. Non, juste 2 ateliers dont j'aimerais parler. L'atelier de Magali, qui est un atelier sur la réalisation de produits tels les dentifrices, les shampoings. Dentifrice, shampoing et déodorant. Et donc, cet atelier aura lieu dimanche à 10h. C'est un atelier payant parce qu'en fait, les gens vont repartir avec... il faut qu'ils amènent des contenants. Et puis, je vais leur dire, ramenez des chaises parce que la dernière fois, on était à court de chaises. Donc, tout le monde qui a venu puis chaises hautes. Parce qu'on était à court de chaises et les gens étaient agrippés comme ça aux vitres pour pouvoir entendre, pour pouvoir avoir une place, pour pouvoir entendre ce qui se disait. On sait, la seule critique négative qu'on a eue, c'est qu'il n'y avait pas assez de place pour que les gens entendent ce qu'il y avait à dire. Donc voilà, oui, mais sauf que le lieu n'est pas extensible. On a voulu le faire en extérieur, mais la pluie a tombé. Donc pour l'instant, il faut qu'on rappelle que la manifestation se fait grâce à notre bonne volonté. Il n'y a pas de fonds, on n'a pas de subvention, nous n'avons rien. Et l'entrée est comment? L'entrée est gratuite. Pour ne pas payer rien, la seule chose que tu vas payer, c'est ce que tu vas acheter. Par contre, si les gens veulent bien faire un don, ce serait une très bonne chose. Parce que moi, je me dis qu'il y a un proverbe qui dit « marchandise au prix, pas ni prix ». Donc, pour pouvoir donner de la valeur à ce que vous faites, donnez. Donnez ce que vous avez à donner. Parce que je me dis que quand tu es une personne comme M. Emmanuel Nossin, qui décide de sortir du prêcheur pour venir nous informer, nous cultiver, je dirais même nous culturer sur les plantes nourricières, ça mérite. Ne serait-ce qu'un geste de reconnaissance. Quand nous avons un jeune comme Jonathan Lery,
qui va nous parler de l'agronomie des hommes premiers. Ça a de la valeur. Quand nous avons des médecins comme Dr Dobacholo et Bouanda qui vont nous parler de la prévention des cancers, ça a de la valeur. Quand on a un jeune comme Arjuna Sulti qui fait des formations sur le bambou et qui va nous parler du bambou, de comment construire avec le bambou et l'éventuelle création d'une filière, parce qu'il faut qu'on en vienne à la création d'une filière bambou en Martinique. Ça a de la valeur. Quand on a un homme comme Olivier Carême qui vient et non seulement faire une conférence, mais fait une démonstration des techniques, ça a de la valeur. Quand on a les personnes de la communauté Rasta qui viennent dire comment pendant plus de 40 ans, malgré toutes les brimades, ils sont encore là, qu'ils le font, ça a de la valeur. Un autre atelier, j'ai parlé de l'atelier de Magali, il y a un autre atelier, j'ai parlé de Guinel. L'atelier de Guinel, il y a un atelier, comment ça s'appelle, Farine, il y a un autre atelier, ça va m'en venir, parce qu'en fait, j'ai parlé d'autres choses et je l'ai oublié, mais ces deux ateliers-là, je voulais en parler. Le deuxième, j'ai oublié. Voilà. Alors, bon. le temps que tu te rappelles, simplement demander à Olivier, pour les personnes comme moi qui connaissent nulle part, comment on fait pour aller à Tivoli? Bonne question. Alors, Tivoli, c'est route de Balata. Route de Balata, c'est quand tu es au centre. Alors, quand tu es en centre-ville, tu prends Pont de Chêne. Ah, on prend Pont de Chêne. On prend Pont de Chêne, on laisse Pont de Chêne. On prend Pont de Chêne, on monte tout droit sur la route principale et avant l'église de Balata, donc pour ceux qui connaissent l'église, vous allez voir une entrée sur votre droite qui sera marquée Parc de Tivoli. Il y a une station-service par là, non? Alors, non, c'est plus loin que là. C'est avant d'arriver. Voilà, c'est plus loin que là. Après l'église. Non, on laisse sa station-service. On dépasse sa station-service, oui, on dépasse sa station-service. Ah, oh, d'accord. Et c'est avant l'église, la fameuse église, voilà. De toute façon, c'est un site qui est géolocalisé, donc vous allez retrouver très facilement, pour ceux qui savent utiliser une géolocalisation. Et puis vous suivez la file de voitures, parce qu'il y aura tellement de voitures. Oh, c'est né en mariage. Voilà. On va suivre aussi. Non, mais c'est vraiment pas compliqué. Mais bon, il y a des c'est l'ancien parc naturel. Voilà. Je vois que tout le monde connaît en Martinique le parc naturel. Il y a des téléphones sur les flyers. Rien, Olivier. Au pire, vous nous appelez, on va vous expliquer. Voilà, l'autre, en fait, c'est même pas un atelier, c'est l'esprit fouille. Je pense à mon ami Hervé qui est en train de mettre en valeur des vins de fouille faits en Martinique. Oh. C'est une technique qui a été mise au point. C'est des grands monde qui fait ça. Il y en a 90 ans, il y en a 70 ans. Et en fait, il est en train de commercialiser. Et nous faisons du vin de fouille en Martinique. Et donc, l'esprit fouille sera là pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas Vini, oui, nous faisons ça. C'est comme je regardais sur TikTok, il y a montré moi de la bière d'ananas. Et bien, en fait, cette bière d'ananas, qu'on appelle Goudring en Haïti, qui m'a été montrée par une proche, je vois ça sur TikTok et mon père, il parle avec mon père lui dit oui. À l'époque, on le faisait et puis on mettait un jus de citron dedans. Donc, dans toute la Caraïbe, on a la même technique. Donc, la bière d'ananas, on savait déjà la faire. Mais c'est ce que je ne comprends pas quand vous parlez comme ça. On a l'impression que, effectivement, l'autosuffisance en Martinique est bien en marche. C'est bien établi, c'est bien en marche. Mais comment se fait-il que vous êtes quand même des personnes intelligentes. Comment se fait-il que dans les grandes surfaces, on ne retrouve pas toute cette production, toute cette invention? Alors, comment je vais te répondre? J'ai envie de te dire, il faudrait peut-être poser la question aux grandes surfaces pourquoi certains produits ne sont pas sur les rayons. Ce sont des Martiniquais qui sont à la tête de ces entreprises. Oui, bon. Mais le fait, là, je vais me faire... de quoi je parle. Décidément, je vais me faire plein d'amis ce soir. Mais il faut qu'on arrête de croire que parce que quelqu'un est en Martinique qui a vécu en Martinique... Il faut parler franchement. Il faut qu'on arrête de croire que parce que quelqu'un est martiniquais, il a forcément comme objectif de développer la Martinique. Tout le monde n'a pas la fibre militante. Tout le monde n'est pas nationaliste au sens noble du terme. Je ne parle pas de politique, là. Je parle de... Je suis martiniquais ou je suis guadeloupéen. Mon objectif doit être, ou alors j'ai rien compris, doit être, effectivement, que moi, je puisse gagner ma vie, etc. Mais tout le monde est d'accord là-dessus.
Mais en quoi le fait de développer mon pays m'empêche de gagner ma vie? Il faudrait qu'on m'explique pourquoi certains individus considèrent que pour gagner leur vie, il faut qu'ils écrasent tout ce qu'il y a autour d'eux et qu'à aucun moment, ils ne se préoccupent du bien-être collectif. Moi, je suis désolé de constater qu'en supermarché, il y a des produits que vous n'allez jamais retrouver. Sans compter, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus, mais que les conditions d'accès pour la commercialisation dans un supermarché, pour ceux qui ne savent pas, elles sont désastreuses de point de vue économique. Tout à fait. Oui, je prends un exemple qui est connu. Quand vous voyez un produit agricole à très bon marché dans un supermarché, je ne sais pas moi, vous voyez qu'est-ce que je vais prendre? Vous voyez des mangues à 1 euro. Je prends un exemple comme ça. Posez-vous la question, si le supermarché vend 1 euro, sachant qu'il fait une marge et qu'il fait une belle marge, à quel prix ça a été payé à l'agriculteur? Au moins 20 centimes. À quel moment l'agriculteur, compte tenu de toutes les charges qu'il a, il gagne de l'argent? Ou alors on considère qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui fait ça pour s'amuser, que c'est jouer qu'à jouer. Comme j'ai trop de respect pour ce métier que je connais bien, moi je me dis qu'à un moment, il faut que le consommateur se pose des bonnes questions. Pourquoi vous ne trouvez jamais certains produits sous les rayonnages? Et pourquoi, quand vous trouvez certains produits, ils sont par exemple, vous trouvez je sais pas moi, des concombres à 80 centimes, vous ne vous demandez pas comment c'est possible de produire un légume à 80 centimes du kilo? Mais il y a un problème quelque part. On va expliquer tout ça le 8 et 9 octobre à Tivoli. Est-ce que cette manifestation, je n'ai pas lu, a un nom? Les journées de l'autosuffisance en lait chimique Cassé-Code. Cassé-Code, oui, j'ai vu. Oui, en fait, en français, on va dire en route vers la souveraineté. Oui. Donc, en langue matinité et puis belle, en lait chimique Cassé-Code. Oui, parce qu'on est en rupture, clairement. On est en rupture. On casse les codes et les cordes. On est en rupture avec une certaine manière de voir les choses. Oui. Voilà. Et puis de fonctionner, pas seulement de voir, de fonctionner. Voilà, les journées de l'autosuffisance en lait chimique Cassé-Code. Voilà, donc on ne sera pas plus long ce soir. J'espère que vraiment tout le monde, toutes les personnes qui nous ont écoutés, même celles qui ne nous ont pas écoutés ce soir, puisqu'elles vont être au courant, que vous êtes déjà, vous là, en ce moment, en train de nous regarder, vous êtes impatients que ce jour de fête, de manifestation arrive, parce qu'il y a tellement de choses, j'ai l'impression qu'il y aura tellement de choses. Partez avec un cabas. N'oubliez pas d'amener une chaise, parce que ce sera deux belles journées. Vous pouvez même dormir à proximité. Maintenant, tu tentes quand même il y a un petit rivière pas, non. Ah oui, pour se baigner en plus, et pouvoir faire une petite toilette tranquille. Il n'y a pas de souci. Alors, je voulais simplement juste que Suzanne nous rappelle cette manifestation et puis peut-être complétée par Olivier. OK. Donc, deuxième édition des Journées de l'autosuffisance, les 8 et 9 octobre, dès 8h30 jusqu'à 18h, les 8 et 9 octobre, à Tivoli. Et je profite pour remercier, mais vraiment énormément, en pile, en chaille, en lot, Colo. Lors de la première édition, il n'a pas pu être là. Et je remercie aussi Michel, parce que j'ai pris mon Colo Barst. J'ai pris mon téléphone et Michel l'a accepté parce que Colobar se serait retrouvé tout seul. Et Michel, spontanément, Michel Potiron a accepté. Tony Polomac a accepté et Pascal Pidibi ont accepté d'accompagner Colobar ce jour-là. Donc je tiens à remercier ces militants, ces nationalistes, ces patriotes, parce que nous savons leur engagement. Et je tiens, mais vraiment, à les remercier de couronner ces deux journées-là par leur présence et de porter le message autrement, parce que la musique, c'est aussi une manière de porter le message, parce que c'est aussi à nous. Donc, venez nombreux, portez chaises. Oui, c'est gratuit en plus. L'accès est gratuit. Portez chaises hautes, venez, il y a sur place tout ce qu'il faut. Il y bré, il y manger, il y a la culture intellectuelle, il y a la connaissance que vous aurez par tous, parce que toutes les personnes qui sont là sont expertes dans leur domaine.
Donc, ce n'est pas Atiba et Djindjin qui là, ce n'est pas des Tchokais, c'est des personnes qui savent faire. Donc, c'est 2 belles journées, quoi. C'est venir se remplir et repartir de connaissances applicables. Parce que là, on fait un atelier, et puis M. Tala, Olivier Carême, ah ben là, on va la caillou, ça mettait en pratique. Au cas où il y a fait. Oui. Oui, ou ça, il te dit, ouais, la technique, c'est paillage, tu tape. Eh ben, ça fonctionne, ça marche. Donc, ce n'est pas un truc pour être opérationnel. Après, c'est tout de suite. Donc, les personnes ont les techniques. Après, c'est venir se faire former aussi, hein, parce que ce n'est pas dans un petit moment qu'on savent toute bagarre là. Donc, il y a d'autres choses. Il y a un travail qui est fait. Donc, les personnes viendront échanger, parce que l'objectif, c'est le beau comptage, créer les liens, tisser les liens, créer le réseautage. Donc, venez nombreux. Venez nombreux, c'est le souhait. Et la prière de Mme Suzanne Delaunay-Belleville. Alors, donc, Olivier, on attend ces 2 journées. On attend ces 2 journées et puis on demande surtout aux Martiniquais de profiter de cet espace qui leur est donné sur ces 2 jours pour venir en famille, s'ils veulent, s'ils peuvent. Parce que c'est quand même important, je parlais de transmission à plusieurs reprises dans ce débat, que nos enfants, que nos jeunes puissent voir un peu ce qui se fait en Martinique. Ça peut leur donner des idées, ça peut éveiller des vocations. Et c'est important justement qu'ils viennent voir. C'est important de découvrir tout ce qui se fait en Martinique ou de revoir tout ce qui se fait en Martinique. Et c'est une manière, je trouve, très intéressante d'occuper son samedi et son dimanche. Absolument. Et puis, oui, c'est vrai, pendant que tu parlais du parc de Tivoli, je remercie M. Yves-André Joseph de chaque fois que c'est nécessaire de mettre cet espace à notre disposition via son association. Donc, je remercie M. Yves-André Joseph et son association Abdis et puis la sécurité. Alors, je sais une toute petite chose, en tout cas, M. Yves-André Joseph, merci, bravo. Une dernière petite chose, tout cela fait que les Martiniquais et les Guadeloupéens auront une meilleure santé. Tout à fait. Exactement, c'est exactement ça. Toutes ces techniques de développement au niveau de l'autosuffisance en Martinique et en Guadeloupe, c'est la santé aussi qui s'améliore, c'est ça? Donc on est une Martinique plus solide. On est aussi, d'ailleurs c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des médecins, des diététiciens, etc. On est aussi dans une logique où nous on dit qu'il faut travailler d'accord pour le développement économique, mais aussi et surtout pour le bien-être de la population antillaise. Et chaque fois qu'on a l'occasion de travailler sur ces manifestations, on s'arrange, on s'organise pour que des professionnels de santé et autres puissent intervenir et puis prodiguer de bons conseils à la population. Les produits du terroir, il n'y a rien de mieux. Voilà, on ne sera pas plus long ce soir en tout cas. Merci pour tout cet espoir de santé, de bien-être que vous nous proposez à travers toute cette technique pour l'autosuffisance alimentaire en Martinique. Vraiment, merci Madame Suzanne Delaunay-Belleville. Merci à Zouk TV, merci à toi-même de nous recevoir et puis de nous permettre aussi de passer le message parce que c'est aussi le rôle des médias de pouvoir faire circuler l'information. La bonne information. Bonne information. Merci, chère madame. Et puis, monsieur Olivier Carême, merci pour ce combat que vous menez. C'est un plaisir. Pour l'autosuffisance martiniquaise. C'est un plaisir et je donne rendez-vous à toute la population martiniquaise, samedi 8, dimanche 9, toute la journée, pour découvrir la compétence et puis la production martiniquaise. On ne sera pas plus long. Et c'est sur ce message d'espoir, mes chers amis, que nous allons prendre congé de vous. Encore une fois, même j'y tiens vraiment, encore une fois, merci Suzanne, merci Olivier, et merci à toute l'équipe qui vous entoure pour que ce combat-là continue, puisque tu as parlé de combat nationaliste, mais nous parlons, c'est au-delà même de la politique, c'est vraiment le bien-être des Martiniquais, des Guadeloupéens. Vraiment, merci à vous, merci à nos techniciens ce soir qui ont fait un travail immense, énorme. Je pense à Alan Pokolam et à Grégory Gabriel qui étaient là justement pour vous faire suivre et vivre cette émission ce soir. Vraiment merci à tous. Et puis surtout, n'oubliez pas, je reprends, les 8 et 9 octobre,
Soyez tous donc à Tivoli pour la journée de L'autosuffisance. la journée de l'autosuffisance et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.